Eh bien donc, chers auditeurs, comme nous venons de vous le dire, nous allons nous intéresser à notre passé, bien que ce qui nous intéresse évidemment, c'est notre présent, mais parfois il faut pouvoir se libérer de son passé pour bien vivre son présent. Et pour en parler, nous avons invité Stéphanie Verheyken. Stéphanie Verheyken, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouviez vous présenter en quelques mots, en quelques phrases, en quelques minutes, par rapport à l'activité que vous avez faite pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui? Et donc, on parlera également de PNL. Eh bien voilà, donc je m'appelle Stéphanie Verheyken et je suis arrivée à la thérapie simplement au départ par un chemin personnel parce que j'avais de gros problèmes de santé. Et puis étant dans mes études, j'ai fait des études d'assistante en pharmacie et je me suis rendu compte qu'avec les doses de médicaments que je prenais, puisque bon, quand vous allez chez le médecin, on vous explique pas toujours, on vous donne les médicaments et puis voilà. Et je me suis dit, bon sang, j'ai 18 ans. Je ne sais pas monter 4 étages à pied, je suis essoufflée, j'avais de gros problèmes d'asthme. Et quand j'ai pris conscience de ce que je prenais comme médicament, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire à 40 ans? C'est pas possible, c'est une voie sans issue, même si elle m'a aidée jusque-là. Et donc, je me suis intéressée aux médecines parallèles, à l'homéopathie, à l'ostéopathie. Je suis arrivée ensuite à la biologie totale, qui m'a vraiment aidée à sortir de ces problèmes de santé. Et de là, j'ai trouvé ça tellement merveilleux, tellement magique, parce que toute ma vie, on m'a dit que l'asthme, les allergies dont je souffrais depuis ma naissance, étaient quelque chose d'irrémédiable, qu'il fallait vivre avec, que je pouvais avoir des moments de rémission, mais que ça reviendrait et que jamais je pourrais en sortir et que ça pouvait même être mortel dans certains cas, etc. Et puis là, j'avais trouvé une solution qui faisait que je n'avais plus de crise d'asthme, je n'avais plus d'allergie, je n'avais plus ce rhume des foins, j'allais bien. Et j'ai eu envie de le faire partager autour de moi, d'en faire profiter d'autres personnes. Et voilà, après 16 jours de séminaire en biologie totale, évidemment, c'était un petit peu court. Et donc, je me suis intéressée à d'autres méthodes. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la PNL, où là, on a des outils concrets pour aider la personne, en plus de la biologie totale, qui est une méthode qui permet de faire le lien entre l'émotionnel et les problèmes de santé. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, ça ne suffit pas toujours. Parfois, conscientiser, ça suffit, mais parfois pas. Et là, avec la PNL, on a des outils concrets pour aller plus loin, pour aider la personne à sortir du conflit, puisque le conscientiser, c'est bien, mais après, il faut aussi le résoudre. Donc, ça vous a aidé pour vous-même par rapport à vos problèmes de santé. Donc, la biologie totale dont vous parlez, mais on développera ça dans une autre émission. Oui. Et la PNL. Oui. Alors, PNL, c'est 3 lettres. PNL. Et ça veut dire quoi, PNL? Alors, ça va pas vous aider du tout. PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Ça vient d'où? Alors, à la base, ce sont des scientifiques qui ont, je vais pas dire inventé la PNL, mais qui ont mis cette méthode au point. Alors, programmation, parce qu'on considère que le cerveau est comme un ordinateur. Il est autoprogrammé. Il est entièrement reprogrammable, tout comme l'ordinateur où on peut mettre un CD pour mettre un nouveau programme, où on peut effacer un programme qui ne fonctionne pas. Là, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, il y a une composante humaine et qu'au lieu de pouvoir, comme on peut complètement formater l'ordinateur, le cerveau humain, évidemment, on ne peut pas le faire. On peut changer maximum 10% à la fois, un petit changement à la fois. Mais de la même manière, on peut reprogrammer le cerveau. Enfin, le cerveau. On peut se reprogrammer pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux, tout simplement. Évidemment, quand tout va bien, on ne touche à rien. C'est un petit peu le même principe. Neuro, donc ça fait référence au cerveau, aux neurones, et linguistique, parce qu'on va reprogrammer justement ces neurones via la linguistique, donc via la parole, via la langue. Donc ça, c'est une première étape. Mais il n'y a pas que le langage, on va aussi faire le lien en PNL entre finalement le corps et le mental. Puisqu'on vit dans une société où tout reste dans le contrôle mental, où on met son ressenti complètement de côté, et une des actions qu'on va faire en PNL, c'est justement reconnecter les deux, se reconnecter à son ressenti, écouter son corps, les messages que le corps donne, puisque votre corps vous dit tout en fait. Mais il faut apprendre déjà à l'écouter, à le sentir, et après à comprendre les messages qu'il vous donne. Alors vous parlez de reprogrammer. Bon, ça me fait un peu peur parce que reprogrammer, on pourrait comprendre manipulation de la personne, etc. Cette reprogrammation, je suppose qu'elle se fait dans le cadre avec la volonté de la personne, suivant sa nouvelle prise de conscience. Oui, exactement. Je me rends compte qu'en le lisant, j'étais un petit peu carré. On ne peut pas reprogrammer quelqu'un qui n'est pas d'accord de toute façon. C'est pas possible. Il faut que ce soit... Il y a un mot qui va revenir beaucoup en PNL, que vous allez sûrement entendre dans l'émission, c'est écologique.
Si c'est pas écologique pour la personne, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'est-ce que vous entendez par écologique? Parce que on peut entendre par écologique le fait de ne pas mettre de pesticides, etc. Dans ce cas-ci, c'est quoi écologique? Oui, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'écologie de la planète, on est bien d'accord. C'est simplement, est-ce que c'est écologique pour la personne ou pas? Donc ça veut dire, est-ce que cette personne a plus de bénéfices de changer ou de rester comme elle est? D'accord. Si c'est écologique pour elle, ça veut dire qu'elle a plus de bénéfices à ce moment-là de changer, d'avancer et de reprogrammer le programme qui crée problème, évidemment. Et alors, pour ça, donc, je suppose qu'il y a d'abord une conversation qui se passe. Oui, bien sûr. OK. La personne prend elle-même conscience au travers des communications. Parce que ça se fait en groupe, ça, ou bien ça se fait entre vous et une personne? Ça dépend. Dans le cas de la thérapie, c'est évidemment entre le patient et le thérapeute. Dans le cadre des formations, ça va être tout à fait différent, à ce moment-là, c'est en groupe. Au niveau des formations, c'est beaucoup plus riche. Et au niveau des séminaires aussi. Et à ce moment-là, il va aussi avoir... L'exercice même va se faire entre deux personnes. On va dire en PNL dans l'exercice entre un guide et un explorateur, puisque là, il n'est pas question de patient, de thérapeute, on n'est pas en thérapie. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être là, qui peuvent observer, qui peuvent regarder. Mais finalement, c'est l'interaction entre les deux personnes qui va être la plus importante. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de la PNL par rapport au passé, puisqu'on va parler en fait du passé, se libérer de son passé? En quoi l'outil PNL est intéressant pour se libérer du passé? Il y a plusieurs façons de voir le passé. Il y a d'abord tout le poids de mon passé, qui est celui que je porte moi en tant qu'être humain de mon vécu, donc de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est très vaste. Il y a tout le côté traumatique, tous les événements que j'ai vécus qui maintenant me créent encore problème, que j'ai difficile à surmonter. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être une rupture, ça peut être une opération qui s'est mal passée. Donc toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie et qui laissent des traces maintenant. Quand j'y repense, il y a encore beaucoup d'émotions. Et donc là, on va avoir des outils en PNL qui vont nous aider à dépasser ces émotions, à gérer les émotions, à les diminuer et permettre de vivre mieux la situation et de se libérer de ça, de ne plus chaque fois se raccrocher, chaque fois qu'on rencontre un événement qui nous rappelle ce passé, cet événement qu'on a vécu, chaque fois ou perdre ses moyens, ou fondre en larmes, ou être en dépression, ou avoir tel ou tel problème à cause de ça, mais vraiment s'en libérer et pouvoir avancer. Alors juste avant la chanson qui est passée, on parlait donc de la PNL et on se demandait quel était son domaine, quel est le domaine de la PNL, comment peut-on l'utiliser, etc. Le domaine de la PNL est très très vaste. Elle est très connue dans le monde du marketing et de la communication, mais pas uniquement. En fait, ici, dans le cadre des formations, il y a principalement deux approches. Une approche qui est plus sur le côté développement personnel, donc des gens qui vont venir pour travailler sur eux, soit avec un problème conscient derrière ou pas, simplement un besoin d'évoluer, puisqu'on va apprendre avec la PNL à comprendre comment on fonctionne, à se rendre compte que nous sommes vraiment quelque part menés par le bout du nez, par des programmes qui sont là, qui sont automatiques. Nous sommes vraiment sur des rails et nous ne sommes pas du tout libres de nos actes. Et donc, on va apprendre à décoder toutes ces réponses automatiques, à les conscientiser et à changer celles qui nous créent problème. On va apprendre aussi à gérer les émotions. Donc ça, c'est par rapport à nous. Maintenant, tous ces modes de fonctionnement, on va aussi apprendre que si ça fonctionne pour nous, forcément, c'est pareil pour l'autre aussi. Et donc, ça va avoir un impact sur tout ce qui est communication, relations sociales, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit aussi au niveau du travail. Et c'est là qu'il y a aussi des gens qui viennent plutôt pour avoir des outils vraiment en PNL par rapport à leur travail. Et là, ça va être important pour tout ce qui touche au relationnel, évidemment. La PNL est un outil vraiment très important, par exemple dans l'enseignement. Moi, je suis donc enseignante parallèlement, et depuis que j'ai appris la PNL, ma façon d'enseigner a totalement changé. C'est important aussi pour des métiers, genre les métiers de tout ce qui est relations d'aide, les assistantes sociales par exemple, les médecins, les infirmières, qui vont pouvoir plus facilement comprendre quelle est la plainte du patient, quel est le problème. Ça va être important aussi pour des gens qui sont dans la vente, par exemple, puisque un bon vendeur
pour moi, ça va être quelqu'un qui va être capable, non pas de forcer une vente et de faire un maximum de ventes, enfin bon, ça dépend du point de vue, évidemment, et de l'objectif, mais ça va être quelqu'un qui va être vraiment capable de cibler quel est le besoin de la personne. Le besoin réel. Le besoin réel. Donc en lui posant quelques questions, ou suivant sa gestuelle, ou des choses comme ça. Voilà, des deux manières. Il y a le côté, disons que je suis le vendeur de voitures, je vais vous poser quelques questions pour cibler vraiment votre besoin. Parce que parfois, je pense moi, quand j'ai acheté ma voiture, il y a bien longtemps, finalement, on est là, il faut une voiture, oui, mais de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin ? Il y a tellement de modèles, il y a tellement de gammes. Si on ne s'est pas trop intéressé au sujet, en tant que femme, les voitures, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est vraiment un côté, c'est pour rouler et puis point. Et donc là, on a besoin de l'aide du vendeur pour cibler un petit peu les besoins. Et donc, avec les outils PNL, on va pouvoir poser les bonnes questions et calibrer, c'est vraiment le mot qu'on utilise en PNL, la réaction de la personne. C'est-à-dire que soit dans les réponses dans le verbal, la personne va prendre conscience avec les questions, oui, tout compte fait, j'ai plus besoin de ça ou de ça. Mais aussi les besoins qui sont encore de l'ordre de l'inconscient et remarquer que le corps va réagir. Donc parfois la personne ne va rien dire, mais le corps va avoir une réaction. Et là on peut se dire, oui, là il y a quelque chose, et donc il y a d'autres questions peut-être à poser derrière pour affiner, pour trouver quel est le vrai besoin de la personne. Et donc on voit une différence entre le verbal et le non-verbal. Oui. Et les deux jouent. Tout à fait. Et une des tâches de la PNL, c'est d'aller vraiment remettre les deux ensemble. C'est ça. Donc il y a une cohérence entre l'un et l'autre. C'est d'arriver à cette cohérence, parce que bien souvent, il n'y en a pas. Enfin, pas toujours. Mais je pense à un professeur d'université qui disait « tout le monde ment ». Et en fait, c'est pas tellement qu'on ment aux autres, c'est que souvent on se ment à soi-même, dans le sens où on vit quelque chose, on veut parfois quelque chose, et on est persuadé de vouloir autre chose. Et donc, il y a une incongruence entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on dit. Et tout le travail du praticien en PNL, ça va être justement de poser les bonnes questions pour aider la personne à conscientiser ce qu'elle vit vraiment, ce qu'elle veut vraiment, ce dont elle a réellement besoin. Et ça, c'est lié au fait de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était mené par le bout du nez, c'est-à-dire le passé, l'éducation, le quand dira-t-on, les croyances, etc. C'est lié à ça. À tout ça, oui, et bien alors, sûr. Si les gens ont eu ça, donc, c'est-à-dire c'est leurs convictions, leurs croyances, le quand dira-t-on, etc., ça les a quand même construits, en tout cas, ça leur a permis d'avancer. Oui, ça les a construits, ça fait qui ils sont maintenant, bien sûr. Voilà, tout à fait. Oui. Et à un moment donné, l'idée, c'est de retirer ce qui n'est plus utile, donc ce qui commence à gêner. Oui, ou qui gêne peut-être depuis longtemps. Mais dont on n'était pas conscient. Conscient ou pas, ça dépend, il y a les deux. Il y a des gens qui disent, il y a telle chose qui me crée problème, je le sais, mais je ne sais pas comment changer les choses. D'accord. Et puis, il y a les gens qui pensent que le problème est ailleurs ou qui ne savent pas où est le problème. Et là, on peut les aider à conscientiser. Alors justement, parlant de conscientiser, les gens ne savent peut-être pas où est le problème. Comment fait-on pour aller toucher le problème ? En posant des questions. Ah, donc vous posez des questions, un peu ciblées, je suppose. Très ciblées, oui. Très ciblées, la personne répond. Oui. Et là, vous voyez si vous êtes dans l'axe ou pas. Oui. Et vous continuez à tâtons, façon de dire, jusqu'à ce que vous soyez tout à fait sur la cible. Oui, en fait, au départ, je vais alterner des questions très larges et des questions plus précises. Donc, on va ouvrir par moment et voir un petit peu, si quelqu'un arrive que je ne connais pas, évidemment, je vais poser des questions. D'abord, la personne va parler. Et suivant ce qu'elle va me dire et ce que je vais voir au niveau des réactions du corps, ce que je vais calibrer dans ce qui se passe, déjà, je vais avoir quelques pistes. Et à partir de là, moi, je vais reposer des questions aux endroits où j'ai remarqué qu'il y avait, par exemple, des réactions physiques, où il y avait une émotion qui venait. Et donc là, je vais pouvoir poser des questions plus ciblées pour voir déjà quel est le problème, quelle est la demande. Parce qu'aussi en thérapie, et ça c'est bien connu en psycho, on a toujours la demande réelle de la personne. Et puis derrière ça, il y a ce qu'on appelle le contenu latent. C'est-à-dire que c'est toute la demande inconsciente. La personne vient avec un problème, et puis derrière ça, il y a un autre problème dont il n'a pas conscience. Eh bien, c'est celui-là qu'il faut parfois aller déterrer. C'est pas toujours le cas. Parfois, la personne arrive avec un problème clair et net, et c'est ce problème-là qui est à traiter. Faut pas non plus aller chercher des problèmes là, il y en a pas. Non, il y a différentes formes de. Chacun est différent. Donc un problème qui cache l'arbre qui cache la forêt, oui, on va dire. Bien sûr. Et puis d'autres ont déjà peut-être fait un cheminement et savent que le vrai problème c'est celui-là. Oui, voilà. Et quand on analyse, on voit que c'est réellement ça. Oui.
Oui. Il y a vraiment le côté, voilà, j'ai un problème. Je sais pourquoi, je sais comment tout s'est mis en place. Par exemple, il y a une personne qui est décédée à qui je tenais, il y a un deuil qui n'est pas fait, et j'arrive pas à passer ce deuil. Et ça me bloque dans ma vie. La personne sait clairement où est le problème. Mais c'est pas en parlant pendant 3 heures et en pleurant que ça va. Oui, il y a une phase de deuil où on pleure, où les émotions sont là, mais pas 10 ans après, évidemment. Et donc là, avec la PNL, il va avoir des outils pour aider la personne à sortir de ce deuil. Ok, mais par exemple, le fait justement du deuil, peut-être que la personne voit clair par rapport au deuil, mais que le vrai problème, c'est l'abandon. Ça peut oui, exactement. retoucher quelque chose de plus ancien, qu'est l'abandon du parent, ou ceci ou cela, ou des colonies de vacances qui se sont mal passées à 50 km. Enfin, je sais pas, c'est une idée. Hein. Et que l'abandon, on le retrouve dans le deuil puisque la personne est décédée, et qu'on se retrouve dans ce passé qui peut remonter 30, 40, 50 ans en arrière. Et là, on se dit, on ne prend pas conscience que le deuil vient réveiller quelque chose de plus subtil, c'est possible aussi. Oui, bien sûr, il y a un tas de choses derrière un deuil. Et encore ici, on parle du deuil dans le cas d'un décès, parce qu'il y a d'autres formes de deuil. Mais souvent, le deuil est vécu comme un abandon, effectivement. Mais ça peut être vécu aussi comme d'autres choses. Ça peut être aussi simplement chez des personnes, peut-être pas chez les tout jeunes, mais les personnes qui ont déjà 40, 50 ans, 60 ans. Quand un proche ou quelqu'un de leur âge décède, ça réveille aussi la peur de la mort finalement, parce que quand on a 20 ans et que quelqu'un de 80 ans décède, c'est normal, c'est la vie. J'ai 20 ans, c'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui a 80 ans. J'ai encore bien le temps, c'est loin de moi. Quand j'ai une personne qui a 5 ans ou 10 ans plus que moi, ou qui est de mon âge qui décède, la donne est différente. Et là, on prend conscience tout d'un coup que oui, c'est quelqu'un de mon âge, donc c'est possible aussi. Je ne suis plus si loin que ça. Et donc, ça peut réveiller toutes ces peurs de la mort, tout simplement, aussi, oui. Alors justement, vous parlez de jeunes, de personnes plus âgées. Le profil des personnes qui viennent utiliser la PNL, qui viennent chez vous, il y a un profil spécial ? En thérapie ou en formation ? En thérapie ou en formation ? Non. Il n'y a pas vraiment de profil. Comme je disais tout à l'heure, en formation, il y a un peu les deux portes d'entrée. Le côté, je viens chercher des outils PNL pour mon métier, bien souvent, ou pour ma vie, et notamment chez les enseignants, ou le côté plus développement personnel. Donc, ça va être des gens, en général, qui ont déjà un certain chemin de remise en question. Soit ils sont au début du chemin, soit ils sont beaucoup plus loin, mais c'est des gens qui ont envie d'avancer, d'évoluer, qui sont vraiment dans cette remise en question, dans ce cheminement-là. Par rapport à la thérapie, il n'y a pas vraiment de profil, il y a un peu tous les âges. Ça marche aussi bien avec des enfants qu'avec des gens plus âgés. Ça marche pour un panel de problèmes très très différents, puisqu'en PNL, on travaille sur les processus. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué dans un type de maladie ou de problème. Par exemple, dans certains modes de thérapie, on aura par exemple toutes les addictions ou les dépressions. En PNL, non. On va travailler sur comment ça s'est mis en place. D'accord. À partir du moment où on comprend comment ça s'est mis en place, eh bien, on va pouvoir faire le chemin inverse pour détricoter un petit peu ce qui s'est passé et mettre autre chose en place. Donc c'est plutôt décloisonné, c'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs choses pour un même problème. Bien sûr. Ok, d'accord. Parfois c'est très simple, parfois c'est un petit problème tout simple et sur une consultation c'est vite réglé. Et puis parfois il y a un problème qui en cache un autre et puis parfois ça peut aller très très loin, oui. Mais est-ce que par exemple, c'est toujours une question, est-ce que par exemple certaines personnes ne peuvent pas avoir un problème qui gardent parce que c'est une forme de protection ? Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc parfois c'est peut-être pas le moment de retirer le problème parce qu'ils en ont encore besoin pour un petit chemin, même si ça commence à devenir un peu dérangeant. Exactement. Maintenant, il faudrait encore définir le mot problème. Et là, on en revient à l'écologie, puisque c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Si c'est pas écologique pour la personne, on ne peut rien faire. Donc, quand je parle de problème, je veux dire un certain inconfort. Pas physique, je veux dire émotionnel, psychique. Le fait d'avoir un inconfort dans la vie, qu'on se dit, je me sens pas si heureux que ça, ou je me sens pas si bien que ça. Il y a une scorie qui traîne, là, j'ai un petit caillou dans ma chaussure, j'ai envie de l'enlever, mais peut-être qu'il ne faut pas l'enlever à ce moment-là. Parfois, il ne faut pas. Et je vais vous donner un exemple tout concret. Je pense à un jeune homme et une jeune fille que j'ai vus qui ont plus ou moins le même âge, qui sont arrivés pour le même problème. Enfin, plus ou moins dans un contexte différent. La jeune fille est arrivée en me disant, voilà, je dois passer mon permis de conduire. Je sais conduire. Quand je conduis avec mon guide, tout va bien. Elle conduit très bien. C'est quelqu'un de très, très ordonné, très
très scolaire et tout se passe bien. Et puis quand j'arrive devant l'examinateur, je perds tous mes moyens à cause du stress. Et donc je l'ai déjà raté 2 fois. Et là, j'en ai absolument besoin parce que je vais devoir aller travailler, j'ai besoin de ma voiture, etc. Et je repasse dans une semaine. J'ai vraiment besoin de ce permis de conduire. Et à côté de ça, j'ai un jeune homme qui est arrivé, bon, pas au même moment, hein, avec plus ou moins la même demande. Il me dit, ben voilà, je suis musicien. Chaque année, il y a un examen à passer devant le public où je dois jouer devant tout le monde. Et je stresse. Donc, on a la même demande. On a un examen et un stress lié aux examens. Alors, par rapport à la jeune fille, j'ai vérifié l'écologie. Avoir son permis de conduire pour elle, bien sûr, elle en avait besoin. Tout était OK par rapport à ça. On a fait un exercice de PNL. Et après ça, c'est vraiment rentré dans l'ordre. Évidemment, dans ces cas-là, je lui dis, passe-moi un petit coup de fil après, que je sache si ça a été ou pas. Puisque à la fin, je vois quelque chose s'est passé, mais bon, c'est sur le long terme, qui peut parfois être quelques jours, qu'on voit si ça a vraiment fait de l'effet ou pas. Et donc là, elle me sonne après l'examen et elle me dit, super, j'ai réussi mon examen. J'étais pas super à l'aise, mais assez à l'aise en tout cas, que pour réussir et ne plus perdre mes moyens. Voilà. Et parallèlement à ça, le jeune homme qui était venu, je commence à lui poser quelques questions, vérifier un petit peu qu'est-ce qui se passe, voir s'il y a autre chose derrière ou si c'est juste un petit problème ponctuel à régler. Et dans l'exercice que j'ai fait avec cette demoiselle et que je comptais faire avec lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer cette émotion qui crée problème et on va, d'un autre côté, ancrer une ressource. On va aller chercher une ressource. Donc, on va aller chercher l'état dans lequel la personne voudrait se trouver au moment de l'examen, au moment de la situation qui ne va pas bien. Et puis après, bon, c'est une technique de PNL, on va activer les deux ensemble. Et à ce moment-là, les deux vont s'annuler. Okay. Et donc, l'émotion négative, le stress, etc., va s'en aller. Et donc, en discutant avec lui, en cherchant un petit peu la ressource que je pouvais utiliser, voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, puisque bon, je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais. Mais finalement, lui posant les questions, je me rends compte que quand je dis, voilà, trouve-moi un état dans lequel tu voudrais te trouver lors de ton examen, par exemple, quand tu es dans ton jardin, tranquillement, écouter de la musique ou quelque chose comme ça. Imagine un petit peu que tu te sentes comme ça pendant l'examen, est-ce que ça te conviendrait? Et puis il réfléchit, et non, ça ne va pas. Puis on cherche un autre état, et il n'y a rien qui allait. Et puis finalement, il finit par me dire, mais non, en fait, si j'ai pas ce stress, ça ne va pas, je ne suis pas concentrée. Et ça ne va pas aller, puisque ce stress m'oblige à bien me concentrer et me permet d'avoir une bonne prestation. Donc c'est un moteur quand même. Voilà, et donc là c'est un moteur. Et donc ce qui lui semblait être un problème au départ, il s'est rendu compte qu'en fait c'était justement une ressource. Et donc on a laissé ça comme ça, évidemment, on n'y a pas touché. Et ça lui a permis d'avancer correctement ? Qu'est-ce qui a permis d'avancer ? Quand il a fait son examen quand il a joué devant le je n'ai pas eu de nouvelles après, mais contrairement à la jeune fille, il ne perdait pas ses moyens. C'est ça, d'accord. C'était juste un inconfort, quoi, en fait. Ça l'ennuyait d'avoir du stress. En arrivant, il me dit, ça m'ennuie d'être stressé, je voudrais bien ne plus être stressé, arriver à l'aise à l'examen. Et puis se rendre compte qu'en fait, finalement, non, s'il est à l'aise, il ne sera pas aussi bon. Mm-hmm. Donc, tout compte fait, il vaut mieux garder ce stress. Que la jeune fille, elle perdait complètement ses moyens, elle ratait l'examen. Ici, ce n'était pas le cas. Mm-hmm. Ok. Eh bien, après cette chanson de Jean-Jacques Goldman, nous nous retrouvons toujours dans l'émission Un Nouveau Monde avec notre ami Christophe et avec Stéphanie Verheyken. Nous parlons donc de se libérer de son passé et nous avons en ligne une personne qui s'appelle Evelyne. Et bonjour Evelyne, vous nous entendez ? Oui, bonjour, je m'entends, oui. Ah, merci d'être avec nous à la radio. Je voulais vous poser donc une question par rapport à la PNL. Est-ce que la PNL vous a aidé d'une quelconque façon ? Certainement, ça m'a aidé et ça m'aide toujours parce qu'une fois qu'on est entré dedans, on ne peut plus vivre autrement. Ah, carrément, donc, oui, parce que ça permet de voir les choses différemment, de les appréhender d'une autre manière, qui facilite beaucoup la vie. Alors bon, là, il faut dire plus, parce que la façon dont vous l'avez dit, c'est très vendeur, donc maintenant il faut aller au bout de votre raisonnement. D'abord, comment êtes-vous rentré dans la PNL ? Qu'est-ce qui vous a amené à la PNL ? C'est tout à fait par hasard, par curiosité, après avoir vu le folder. Bon, j'en avais déjà entendu vaguement parler, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, par curiosité, je me suis présentée à la séance d'information. Ça m'a intéressée, et donc j'ai suivi la formation. D'accord. Et alors, l'ambiance dans la séance d'information, c'est comment ? C'est bon enfant ? Il n'y a pas de jugement, etc. C'est très convivial. C'est assez
impersonnel, comme ça doit l'être. On ne rentre pas dans les détails. C'est une bonne présentation générale. Mais c'est certain qu'après cette séance d'information, on ne se rend pas du tout compte dans quoi on va tomber. Parce que ça reste... moi, je l'appréhendais comme ça d'une manière très théorique, très mentale. Mais une fois qu'on vit la formation, il n'y a rien à faire. L'émotionnel remonte à la surface et on est vraiment impliqué totalement. Et là, on suit ou on ne peut pas suivre. Mais si on suit, on va au bout des choses et ça permet de débloquer énormément de choses. Alors, oui, je vous écoute. Oui, d'apprendre des choses, de comprendre et de connaître des choses sur soi, sur aussi la façon dont notre comportement peut faire agir ou réagir les autres. Et puis après, évidemment, avec la PNL, il y a tous les outils mis en place où on peut modifier notre comportement, nos croyances, aussi notre communication avec les autres, ce qui est fort important. Alors, puisque vous parlez de comportement et de croyances, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous? Donc, des exemples, si vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets qui vous ont permis de vraiment changer votre façon de vivre, Eh bien, là, justement, écoutez, j'ai un truc quand je vous parlais de spectaculaire. Par exemple, quand j'étais ado et jeune adulte, on avait tiré les cartes et on avait lu dans les lignes de ma main, à plusieurs reprises, des personnes de milieux tout à fait différents. Et 2 personnes m'avaient dit que vers l'âge de 50 ans, j'aurais un très grave accident qui soit me mettrait dans une chaise roulante ou soit je serais décédée. Ça fait toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre, oui, surtout quand on a 20 ans, qui a encore 30 ans, ça fait chouette. Mais je suis très rationnelle et très cartésienne et donc je n'y croyais pas. N'empêche que dans mon inconscient, ou enfin je ne sais pas comment il faut le nommer, ça s'était vraiment bien ancré. Et quelque part, ma vie s'arrêtait à 50 ans. J'étais dans une chaise roulante à 50 ans. Il n'y a rien à faire. Ça ne m'angoissait pas, mais c'était comme ça. Je ne pouvais rien projeter après 50 ans parce qu'il n'y avait pas d'après 50 ans. Et vous êtes déjà après 50 ans ou pas? Oui, maintenant je les ai dépassés. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas en chaise roulante? Je ne suis pas en chaise roulante et tout va bien. Et alors, ce qui est magique avec la PNL, on a travaillé sur cette croyance-là. Et voilà, ça a complètement disparu. Vraiment un coup de baguette magique parce qu'évidemment quand j'ai fait la PNL j'approchais des 50 ans et là malgré tout il y avait une petite appréhension qui commençait à venir en me disant que va-t-il se passer et là ça a totalement changé ma perception des choses. Premièrement je n'y pense même plus et maintenant j'ai toute la vie devant moi donc ça a énormément changé de choses chez moi. Alors donc ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes, nous donner envie d'aller voir ce qui se passe là-bas pour les personnes qui ne connaissent pas la PNL, etc. Donner des arguments qui pour vous sont très forts, qui peuvent éventuellement motiver les gens à se dire tiens, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas pour voir ce qui s'y passe. Mais je pense que par exemple, pour les personnes qui manquent de confiance en elles, et je pense qu'on est tous un peu comme ça, que ce soit dans la vie en général ou dans un domaine précis, la PNL, la découverte de la PNL, la découverte de soi, la découverte des outils, etc., la modification des croyances limitantes, tout ça, ça nous permet franchement de prendre conscience de notre valeur et d'oser les choses et d'avancer. Ok. Et alors, on a parlé dans l'émission, dans le début de l'émission, on a parlé de se libérer du poids du passé. Est-ce que ça vous a libéré d'un poids du passé, de certaines choses qui étaient plus utiles? J'ai pu évoluer un peu dans ce domaine-là, mais je n'ai pas assisté au séminaire sur la psychogénéalogie. Et ce n'est peut-être pas par hasard. D'ailleurs, peut-être que je n'étais pas prête à entendre certaines choses. Donc ça, c'est une chose qui me reste à découvrir une prochaine fois quand Stéphanie refera le séminaire et que je serai disponible. Mais de toutes les manières, même sans ça, la PNL a permis de revoir les choses du passé d'une autre façon et d'en tirer le positif pour pouvoir avancer et ne plus se laisser piéger. À refaire, vous refaites 100%. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ok. Oui, je suis très contente d'avoir connu cette expérience. Et je vous dis, maintenant, c'est au quotidien. Ça aide beaucoup dans les rapports avec les autres. La communication, c'est fou parfois, comme on dit la même chose, mais qu'on n'entend pas la même chose.
Et donc, avec la PNL, ça permet aussi de se comprendre tout simplement et donc d'être sur la même longueur d'onde, de remettre les choses à leur juste place. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Eh bien, je te remercie, Evelyne, pour ton témoignage et je t'embrasse bien fort. Mais je t'embrasse aussi, Stéphanie. De toute façon, c'est ce que j'allais dire. Merci. Moi, j'ai toujours dit que, c'est le destin qui a mis Stéphanie sur mon chemin au moment où j'avais besoin d'elle et de sa méthode. En plus, je voulais dire aussi que Stéphanie est quelqu'un qui est très à l'écoute, sans jamais aucun jugement. Elle prend son temps. Elle essaye vraiment de vous aider et voilà, elle sait tirer de vous des choses que vous ne soupçonnez pas. Et donc ça, c'est un petit peu magique aussi. Voilà. Ce qui est évidemment essentiel dans la PNL, puisque c'est le travail qui est à faire. Mais le travail, c'est chacun qui le fait. Mais si on n'a pas un bon guide pour nous mener sur le bon chemin, on n'ira pas. Tout seul, ce n'est pas. Enfin, au début, tout seul, ce n'est pas possible. Après, peut-être, mais au début, certainement pas. Ok, en tout cas, nous vous remercions pour votre témoignage et nous vous rappellerons probablement pour une prochaine émission qui se fera également avec Stéphanie Verheyken. Je vous remercie vraiment de nous avoir donné ces quelques minutes. À bientôt. Je vous en prie, je vous remercie aussi. Bon après-midi. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Mais oui, bien sûr, Evelyne a soulevé beaucoup de points intéressants. On n'aura pas le temps de tout développer, évidemment. Mais elle parlait notamment donc de cette histoire de chaise roulante. Et là, je reviens à notre programmation. Parce que ce qui s'est passé, et c'est là que le côté voyance peut parfois être dangereux. Tout à fait, je suis bien d'accord. C'est dans cette façon de programmer les gens pour qu'il arrive quelque chose. Alors, dans le meilleur des cas, la personne n'y croit pas, ça lui passe au-dessus, et puis voilà, c'est tout. Dans son cas, elle, est-ce que ça a résonné avec un programme qu'elle avait déjà avant, ou qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'est pas étalé sur le comment, sur ce qu'il y avait avant, c'était pas l'intérêt. Notre intérêt, c'est de le déprogrammer, de changer les choses. Alors, on se programme de plein de façons différentes. Et au quotidien, vraiment, de façon inconsciente, on se programme tout le temps. On était programmé par les autres, par nos parents, par la famille, par les médias, par la société. Et une fois que c'est programmé, que c'est mis en place, mais l'ordinateur, quand vous appuyez sur le bouton, que le programme est lancé, il va jusqu'au bout. Le cerveau, c'est pareil. Alors, est-ce que je peux dire, entre parenthèses, que l'énergie de la peur programme mieux que l'énergie de la confiance? Certainement. Donc, oui. Parce qu'ici, c'est ce qui s'est passé. Oui, en fait, on lui a fait peur. Oui. Et donc, elle est restée avec cette peur pendant un certain temps, ce qui doit être d'ailleurs très désagréable, parce que bon... Oui. Si elle a vécu avec ça pendant presque 30 ans. Oui, c'est énorme. Oui. Ça vous pourrit la vie. Donc, elle a été programmée avec une énergie peur. Oui. Et donc, vous devez déprogrammer, je suppose, avec une énergie confiance. Confiance en elle, confiance en la vie, je sais pas. Pas forcément confiance, avec une énergie qui lui convient, avec une émotion qui lui convient. De toute façon, en PNL, comme dans beaucoup d'autres méthodes aussi, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand on retire quelque chose, quand on déprogramme quelque chose, on doit mettre autre chose à la place. D'accord. Et donc, évidemment, avant de faire cette déprogrammation, on va aller chercher qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Qu'est-ce qui est écologique pour la personne? Parce que ce qu'on va mettre à la place, c'est évidemment pas quelque chose qui me convient à moi, pas avec mes valeurs à moi, mais quelque chose qui convient à la personne avec ses valeurs, en accord avec ses croyances, du moins les bonnes croyances, celles qui lui conviennent. Et en fait, pour ça, on a cet exercice que j'appelle le carré magique, et qui permet vraiment de faire la différence entre le passé, le présent, le futur, et vraiment de séparer, parce que le cerveau, lui, mélange tout. Il va chercher les informations du passé, il programme le futur en fonction de ça, et donc il tourne un petit peu en rond dans ces histoires. Et là, on va pouvoir vraiment séparer les trois au niveau temporel, et on va pouvoir aussi séparer ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient aux autres. Et donc, c'est un exercice avec lequel on peut faire mais vraiment beaucoup de choses, et notamment en psychogénéalogie, il est très utile pour séparer ce qui m'appartient à moi, ce qui appartient à ma famille, à mes ancêtres. Et c'est vraiment ça qu'on a utilisé. Et c'est vraiment de la programmation pure ici. En lui disant ça, les personnes l'ont programmé à être en chaise roulante à 50 ans. Alors, c'est clair qu'on ne saura jamais, si on n'avait pas fait l'exercice, est-ce que ce serait arrivé ou pas, on n'en sait rien. On ne peut pas savoir, bien sûr. Mais même... c'est peut-être pas tellement ça la question, elle exprime ici le fait que pour elle, sa vie s'arrêtait à 50 ans. Donc elle n'avait plus de projet au-delà de 50 ans et il y avait plein de blocages qui découlaient de ça et de choses qu'elle n'osait pas mettre en place, qu'elle a pu mettre en place grâce à cet exercice-là. Et là, on est vraiment dans la programmation pure, quoi. C'est vraiment ça. Alors, on va enrichir cette émission par un deuxième appel, si vous êtes d'accord. Nous allons appeler une personne qui s'appelle Brigitte
Et je voudrais lui demander à elle comment est l'ambiance de vos réunions pour savoir si c'est chouette d'aller voir par là. Nous allons appeler Brigitte. Allô Brigitte ? Oui, bonjour. Bonjour, donc Brigitte de Namur, merci d'accepter de nous donner votre témoignage. Je voulais vous poser la même question que j'ai posée à la personne précédente. Est-ce que la PNL vous a été d'une utilité dans votre vie ? Oui, bien sûr. Alors en quoi ça vous a aidé ? J'ai déjà appris que nous étions programmés depuis la plus tendre enfance et sans nous en rendre compte, bien sûr. Et donc, ça m'a permis d'abord de prendre conscience que je faisais des choses sans m'en rendre compte parce que c'était comme ça. J'étais habituée à le faire comme ça. Mais parfois, on fait des choses, je vais dire, de manière systématique. Vous étiez en pilotage automatique ? Oui, c'était ça, pilotage automatique pour certaines choses et notamment pour certains stress que j'avais par rapport aux ascenseurs, par exemple. D'accord. Donc, dès que je devais me rendre dans une administration ou un bâtiment où je savais qu'il y avait des ascenseurs, ça provoquait chez moi un gros stress. Donc, je me préparais pendant plusieurs jours. Puis le jour même, j'essayais toujours d'être accompagnée. Puis j'attendais qu'il y ait vraiment plus personne dans l'ascenseur pour pouvoir y monter. Et c'était vraiment pour moi une épreuve. Rien que l'ascenseur. C'était pas forcément un problème administratif, mais vraiment les ascenseurs pour moi c'était un gros stress. Et donc pendant ma formation en PNL, nous avons fait un exercice, je pense que ça s'appelle les ancrages. C'est la désactivation d'encre. La désactivation d'encre, par exemple. Ah voilà, la C'est désactivation ce que j'expliquais tout d'encre. à l'heure par rapport aux deux exemples que j'ai donnés. D'accord. Oui. Et donc nous avons fait l'exercice un dimanche. Et je me souviens, j'avais mon pied cassé à l'époque. Et ce qui me stressait beaucoup, c'était que donc j'avais des cours à l'IFA PME ici à Namur qui se passaient au 4e étage. Et donc forcément, je reprenais les cours et je me disais comment je vais faire pour monter ces 4 étages avec mon plâtre. Et alors qu'il y avait un ascenseur, évidemment. Alors qu'il y avait un ascenseur. Donc nous avons fait l'exercice le dimanche. Évidemment, toute ma semaine, c'était passé. J'ai été au cours, je suis revenue, tout va bien. Et le lendemain, j'ai une de mes coéquipières, donc en PNL, avec qui j'avais fait l'exercice, qui me téléphone et qui me demande comment ça s'est passé. Et je me dis, les cours, très bien, enfin comme d'habitude. J'avais complètement oublié le fait que j'avais pris l'ascenseur. Ah bon, à ce point-là? Oui, à ce point-là. Et en lui expliquant, j'ai dit, oui, les cours, ça a été. Et pour monter, qu'elle me dit, je suis montée, j'ai pris l'ascenseur, je suis montée, et puis elle m'a dit, et comment ça s'est passé? Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte, j'ai revu la scène, j'ai ouvert la porte d'ascenseur, et c'était vraiment un tout petit ascenseur. On sait mettre 3 personnes bien serrées, c'est vraiment la petite cage à poules. Il y avait le chariot de nettoyage dedans, et je me souviens avoir poussé le chariot de nettoyage, et m'être glissé le long de la paroi. J'ai fermé la porte, j'ai appuyé sur le bouton, je suis arrivée au 4e, j'ai été au cours, après j'ai rappelé l'ascenseur, je suis redescendue pendant la pause, je suis remontée après. Je veux dire, ça s'est passé sans que je puisse m'en rendre compte en fait. Et aujourd'hui vous êtes devenu récidiviste alors? Et voilà, aujourd'hui, quelle libération. C'est ça. Alors je vais vous demander en 1 minute de nous donner également l'ambiance que vous découvrez là-bas quand vous avez suivi les différentes formations ou les stages. Déjà, c'est vrai qu'on vient d'horizons différents. Enfin, les personnes qui participent viennent d'horizons différents, donc c'est très riche en expérience, etc. C'est très, c'est très relax comme ambiance. Je veux dire, il n'y a pas de... Pas de jugement? Non. Il n'y a pas de jugement. Non. Pas de jugement du tout. On va à son rythme. On arrive chacun avec nos valises. D'accord. Et bien souvent, ça c'est les premières fois. Après, on les laisse dehors et voilà. Chacun vient avec son expérience, avec son vécu, avec avec des choses qu'il dépose ou qui
qui se débarrassent. Enfin, c'est vraiment une grande leçon de vie. Et souvent, les expériences des autres, même si c'est pas nous qui faisons l'exercice, vous en profitez. Nous, on en profite aussi parce que inconsciemment, il y a de la résonance dans les expériences. Et oui, ça m'a été très bénéfique, vraiment. Et je partage ça avec mes enfants parce que j'en ai 6. Et vraiment, que ce soit avec mes ados ou mes plus jeunes, vraiment, c'est une expérience que je recommanderais à n'importe qui finalement. Parce que ça fait partie du vécu. Et les gens n'en ont pas forcément conscience. Brigitte, je vous remercie pour ce magnifique témoignage. Et nous vous rappellerons probablement plus tard, pas aujourd'hui, mais dans une autre émission pour encore avoir des renseignements de votre part. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il n'y a pas de souci, au revoir. Au revoir, merci. Stéphanie, à vous la parole. J'aimerais bien que vous rebondissiez une fois de plus sur ce qui vient d'être dit, puisque nous avons eu une première personne, un premier témoignage, et le deuxième témoignage. On se rend compte que c'est assez proche l'un de l'autre. On voit bien que c'est le même, qu'ils sont passés au même endroit, en tout cas. Oui, en même temps. Donc, oui, elles se connaissent d'ailleurs entre elles. C'est parce qu'on ne leur a pas parlé, on ne leur a pas dit ici en ligne, mais elles se connaissent très bien. Et en fait, oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que Brigitte disait, elle fait référence aux différentes personnes qui sont là. Et c'est vrai que c'est une grande richesse. Puisque dans la formation, ce qu'on va faire, c'est qu'après chaque exercice, une fois que la théorie est donnée, il y a les petits exercices par 3 personnes, on tourne un petit peu. Et puis après, on réunit tout le monde et on fait un feedback. Et alors, chacun explique comment il a vécu l'exercice. Donc, il y a ceux qui ont vu les 2 personnes avec qui ils ont travaillé faire l'exercice. Donc, il l'a vécu, puis il l'a vu 2 fois. Il l'a fait faire une fois, il a observé simplement quelqu'un qui le faisait faire à quelqu'un d'autre. Et puis après, il entend le feedback des autres groupes qui ont fait aussi des exercices et où ça s'est passé parfois, mais totalement différemment. Et là, ça a parfois même encore plus d'impact qu'une thérapie individuelle, qu'une séance, de thérapie individuelle, parce que en thérapie, je pense à une patiente ici qui, à un moment donné, je lui donne des exemples pour l'aider un petit peu, puisqu'elle avait l'air de dire qu'à son âge, on ne savait plus rien faire. Et alors, elle me dit, mais non, vous me mentez, c'est pas vrai, c'est pas possible, ce que vous dites, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que moi, je dis des choses, je donne des exemples pour un petit peu étayer, pour aider la personne. Mais les gens ne sont pas obligés de me croire, évidemment. Par contre, à partir du moment où c'est les autres personnes qui sont là, que vous voyez ce qui se passe, que vous entendez, que vous le vivez en direct, que vous avez le feedback, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact. Et ça ouvre des portes aussi, parce qu'on est souvent bloqué dans un mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on entend d'autres personnes qui vivent des choses totalement différemment, ça permet de se dire, oui, en fait, c'est possible de faire autrement. Et donc, ça ouvre pas mal de portes. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, ces gens ont des expériences différentes, des vies différentes, mais elles passent par les mêmes genres de mécanismes pour modifier tout ça. Exactement. Elles travaillent ensemble. Oui, exactement. Ça, c'est intéressant quand même. Oui, parce que c'est le même exercice. En fait, je donne la matière théorique. Et puis, finalement, le côté thérapeutique, c'est jamais qu'un bénéfice secondaire, parce que c'est pas une thérapie de groupe, loin de là, c'est une formation. Et par rapport à la matière, je leur dis, voilà, maintenant, vous allez faire un exercice où je donne la marche à suivre. Et pour pouvoir mettre en pratique l'exercice, la personne qui va se mettre en position d'explorateur va choisir un problème de sa vie. Ici, Brigitte avait choisi sa phobie des ascenseurs. Et avec ça, la personne qui va se mettre en position de guide va lui faire l'exercice pour mettre la matière en pratique. Parce que juste l'intellectualiser, juste la lire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment la vivre et sentir ce qui se passe dans son corps. Et donc, on met en pratique. Et c'est ce qui permet de débloquer des choses. Mais c'est évidemment le même mécanisme qui permet de débloquer des choses totalement différentes parfois, oui. Alors, si nous avions une demi-heure de plus, ça nous aurait bien aidé. Malheureusement, nous ne les avons pas. Il nous reste à peine 4 minutes. Donc, je voudrais que vous parliez de ce que vous avez envie et principalement, est-ce que vous avez des rendez-vous à venir dans la semaine qui vient, les semaines à venir, que vous pouvez proposer aux gens? Mais j'ai un petit rendez-vous intéressant pour l'approche de l'été, ceux qui ont un petit peu d'embonpoint. On a parlé un petit peu du poids et finalement, il y a le séminaire ce week-end sur savoir maigrir. Donc c'est évidemment sur base d'exercices de PNL avec d'autres méthodes aussi. Il y a tous les renseignements sur le site, sur la page Facebook. Et donc c'est ce week-end en fait. Donc il reste encore quelques places pour ceux que ça intéresse. Évidemment, on va pas parler. Il n'y a pas de régime, il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas de balance. Elle est bien cachée, bien loin. Il y aura autant de chocolat qu'aux autres formations. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment parler des processus, découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière sur le plan émotionnel. Et il n'est pas question de gendarmerie ou de quoi que ce soit. C'est vraiment sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, quand vous dites savoir maigrir, ça peut être également savoir accepter son poids. C'est pas spécialement perdre du poids.
Non, pas forcément. Ça va prendre conscience de sa silhouette réelle, parce que bien souvent, entre l'image qu'on croit, les gens qui pèsent, je veux dire, 80 kilos ont souvent l'impression d'en peser 120. Et donc, il y a un exercice sur lequel... c'est très amusant d'ailleurs de voir ces gens qui ont l'impression comme ça d'avoir fondu de plusieurs dizaines de kilos parfois, alors que sur la balance, ça n'aurait pas bougé, bien sûr. C'est totalement subjectif. Et donc, parfois, c'est de se rendre compte que tout compte fait, ben non, ça va, il y a pas vraiment de problème. Je suis un petit peu rond, mais bon, ça va, quoi. Donc, oui, ça peut être une conclusion de se dire, non, tout compte fait, je suis bien comme ça, et il n'y a pas vraiment de problème. Parce que parfois, c'est ça, régler le problème, c'est de se rendre compte, c'est pas uniquement pour le poids qu'il n'y a pas de problème, tout simplement. Alors, il nous reste exactement 30 secondes qui sont pour vous. Vous pouvez dire bonjour à qui vous voulez, vous pouvez dire une dernière parole, c'est même pas obligatoire, on peut lancer immédiatement également le quoi ? Le générique. Le générique, si vous avez envie. Je peux juste profiter de remercier profondément Brigitte et Evelyne qui ont témoigné. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément leur témoignage. Et j'en profite pour vous remercier, vous aussi Franck, et tous les gens qui nous écoutent. Ok, à très bientôt. On se reverra plus tard dans une autre émission. Je ne sais pas encore dire quand, mais il est question qu'on en fasse une. Et là, ce sera justement sur maigrir. Voilà. En tout cas, l'intention ou la volonté de maigrir. Mon cher Christophe. Oui. Ce sera une émission qui nous intéressera moins à nous, évidemment, puisqu'on n'est pas gros. Hein? Non, je ne fais pas 140 kilos. Non. On croit qu'on fait 140 kilos. Il n'y a pas besoin, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, voilà. Donc, à une prochaine fois, et que tout aille bien, Christophe. On va profiter de cette semaine, le beau soleil. À bientôt.